La première règle du Freddy Life Club est « Il est interdit de ne pas parler du Freddy Life Club ». Deuxième règle, il est interdit de ne pas parler du Freddy Life Club. Troisième règle, quelqu'un crie, insulte ou troll, la discussion est terminée. Quatrième règle, seulement un être vivant parle à la fois. Cinquième règle, un seul sujet à la fois. Sixième règle, pas de religion ni de politique. Septième règle, les débats continueront aussi longtemps que nécessaire. Huitième règle, si c'est votre première fois au Freddy Life Club, vous devez venir débattre. Neuvième et dernière règle, si tu es bourré, drogué ou juste énervé, reviens demain et sobre. Tu n'es pas considéré comme un sujet de droit et dans leur cerveau malade, ça justifie le fait que on te nomme en tout capital. Parce que capitis diminutio maxima, tu n'es pas un sujet de droit, tu es une marchandise et du bétail. Semblent des marqueurs biologiques qui différencient un homme biologique d'une femme biologique. Les références et allusions que je fais constamment à ces différents marqueurs ne sont pas anecdotiques. Ils s'inscrivent dans un ensemble bien plus vaste que quelques vagues ressemblances ici et là. On voit sur des bâtiments qui ont été excavés que la proportion qu'on pressent dans ce bâtiment-là, qu'en fait il doit être plus haut, elle se retrouve dans des bâtiments qui étaient comme celui-là et qui ont été excavés et qui ont effectivement un ou deux étages sous le niveau du sol, cohérent avec l'ensemble du bâtiment. Il y a au cœur de chaque microzyma un cristal de silicium qui en fait, si vous voulez, le porteur de toutes les informations génétiques héritées et acquises de notre vie. Et c'est présent sur chaque microzyma. Il est taquin, je sais pas s'il a fait exprès de mettre le symbole du soleil rouge derrière l'anagramme avec ça. Et Soral, tu vois, c'est l'anagramme de sol, rat. Il parle aussi des conditions d'incarcération des pédophiles. La prison du bonheur. Ah ouais. Tu peux pas être mieux loti. Quelle carte on nous propose aujourd'hui de la Terre plane? Donc là, il y a la glisonne. Et le modèle de sa jauge aux terres connues et inconnues, recouvert d'une voûte céleste, et autour duquel tournent le soleil et la lune. La lune, en un mois, fait ce que le soleil fait en un an. D'accord? Il y a la laine de la lune et la laine du soleil. La laine de la lune, c'est sur un mois. La laine du soleil, c'est sur un an. Ouais. Tu l'as? Tu vois? Ouais, je l'ai, c'est celle-là. Betelgeuse, la géante rouge, de la constellation d'Orion. L'astronaute, quand il sort de l'or pour faire des réparations sur l'ISS, on ne voit jamais la Lune. La conjonction entre Vénus et Jupiter. Vénus à droite et Jupiter à gauche. On observe bien une forme d'étoile asymétrique et bien claire sur cette image. Le nez, c'est une structure conique tout à fait unique, composée de chair, d'os, de cartilage et de nerfs. Il se trouve en plein milieu du visage humain et constitue sans doute la caractéristique la plus identifiable d'une personne. Le nez a également une signification spirituelle. Le mot nez et gnose est l'exemple le plus flagrant du lien entre la connaissance et les narines. D'autres exemples plus horribles remontent à l'âge des ténèbres et perdurent malheureusement encore aujourd'hui dans certains pays. Extrait du Coran, sourate 68, versets 10 à 16. Et n'obéit à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur et, en plus de cela, bâtard. Même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants, quand nos versets lui sont récités, il dit « Des contes d'anciens, nous le marquerons sur le nez. » Extrait de la Bible du roi Jacques, chapitre 23, verset 25. « Et je mettrai ma jalousie contre toi, et ils agiront contre toi avec fureur. Ils couperont ton nez et tes oreilles, et ce qui restera de toi périra par l'épée. Ils enlèveront tes fils et tes filles, et ton restera dévoré par le feu. » Ces deux passages indiquent que ceux qui sont déloyaux envers Dieu ont été punis par une défiguration physique. La signification symbolique de l'ablation du nez se résume à une chose, la séparation entre l'homme et Dieu. Le nez est l'entrée par laquelle l'air, l'esprit, akasha ou l'éther pénètrent dans le corps et l'enrichissent. C'est le nez qui nous avertit de la présence d'un poêle qui reste allumé, d'une pomme de terre pourrie dans une cave à légumes ou d'une infusion. Il s'agit sans aucun doute d'un outil de survie puissant, ainsi que d'une indication visible de l'identité et de la personnalité. L'ablation du nez priverait une personne de sa capacité à juger, à comprendre pleinement
et à appréhender son environnement. Symboliquement, cela pourrait faire référence à la capacité de juger le bien du mal, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Prenons un exemple que nous avons tous déjà vu, le sphinx. On peut voir que le nez a été volontairement effacé, ainsi que la barbe. La cause de cette oblitération serait l'œuvre du cheikh soufi Saïm al-Dar, qui aurait vu des gens idolâtrer le sphinx et aurait décidé de le faire sauter à l'aide de puissants explosifs. Cependant, il est bien connu que les soufis sont une sorte de secte musulmane tolérante sur le plan religieux, de sorte que cette théorie communément admise ne tient pas la route. Il n'y a pas beaucoup plus d'informations sur le même Saïm al-Dar. La légende dit que le sphinx, la maudit, est tué avec des tempêtes de sable peu de temps après la destruction. Certains s'accrochent encore à l'explication napoléonienne, alors que Napoléon, selon l'histoire officielle, se considérait comme un historien amateur et qu'il montrait beaucoup d'intérêt et de respect pour la foi musulmane. Donc ces deux explications sont insuffisantes et n'expliquent pas la destruction d'autres statues en Égypte. Une théorie très répandue de nos jours veut que les nez aient été enlevés pour masquer l'identité raciale des statues et donc l'identité des habitants de la puissante Égypte. Si tel était l'objectif, pourquoi tant de peintures en couleur ont-elles été laissées intactes? Voici une citation tirée du livre Les dieux des Égyptiens. Contrairement aux étrangers, syriaques ou autres vivant en Égypte, l'Égyptien de souche n'est jamais converti au christianisme. C'est une migration syrienne vers Alexandrie qui a constitué l'essentiel des premiers chrétiens d'Égypte. La destruction des statues de pierre du nez dépasse le cadre de l'Égypte et s'étend à la Grèce et à la Rome antique. Nous voyons ici que non seulement des statues de dieux, mais aussi des membres de la famille des Césars ont été vandalisés de cette manière. On peut voir ici une croix sculptée dans la tête de la statue, et ici la même icône sur ce mur égyptien. Il est compréhensible de supposer que les nez manquants sur toutes ces statues sont dus à des dommages accidentels, à l'érosion ou à l'instabilité du matériau dans lequel elles ont été formées. C'est peut-être vrai pour certaines d'entre elles, mais probablement pas pour la totalité. Lorsque on examine l'étymologie du mot nez, on obtient une définition très intéressante. Mettre le nez hors de l'articulation. Cette expression courante signifie qu'un nouveau favori a remplacé l'ancien ou qu'un nouveau venu a rendu l'accueil de celui qui l'a précédé moins chaleureux qu'auparavant. Elle ne fait pas référence à l'organe nasal. Le terme gaélique « nez » signifiait autrefois mettre le nez hors de l'eau, c'est-à-dire désorganiser ou modifier la culture ou l'usage préexistant, comme lorsqu'un nouveau bébé naît dans une famille, il attire à lui les faveurs accordées auparavant à son prédécesseur immédiat. Nez et gnose sont indéniablement liés. Personne n'a toutes les réponses. Mais tout chercheur honnête peut se rendre compte que nous avons perdu la connaissance d'un élément aussi fondamental que notre histoire. Ces statues sont un véritable symbole de notre état d'esprit actuel. À moins que nous ne levions le voile. Merci d'avoir regardé. Cette présentation sera axée sur le lien entre les géants et la conspiration que nous connaissons sous le nom de Tartarie. Je tiens à préciser que je ne parle pas seulement de Tartarie ou de Tartaria comme d'une civilisation russe passée. Je creuse un peu plus en profondeur lorsque je dis Tartaria. Je fais vraiment référence à l'Empire mondial, arien passé. Cette vidéo va regrouper beaucoup d'informations sur ma chaîne au sujet des géants. Alors commençons. La fausse cosmologie. Pour commencer, nous devons d'abord nous pencher sur ce qu'est la cosmologie. Je sais que je m'adresse à une variété de personnes différentes. Nous avons des gens qui ont creusé loin au fond du trou du lapin. Et puis on a des débutants qui sont de deux états. Il y a les débutants curieux, puis on a aussi le débutant qui ne pense pas qu'il est un débutant. C'est-à-dire des gens qui sont allés à l'école, qui ont étudié l'histoire et la Bible, et puis si quelque chose vient contrarier leur système de croyance, ils réagissent par la peur en disant que c'est de la foutaise. Et ces personnes sont également des débutants, parce qu'elles n'ont pas encore commencé leur voyage de découverte de la vraie nature de la réalité, qui n'est découverte que par une curiosité véritable et sincère. Pour que tout le monde dans l'auditoire accepte le matériel que je suis sur le point de présenter, j'ai besoin que vous abandonniez votre cosmologie. Pour un instant, pouvons-nous supposer que peut-être
que l'esprit humain est incapable de vraiment saisir la nature de cette réalité, ou la nature de Dieu? Et si c'est le cas, alors oubliez ce que vous savez être vrai, y compris ceux d'entre vous qui sont très résistants à ce matériel. La plaine des Jars, dans le nord du Laos, a été le lieu où l'on a largué le plus de bombes que nulle part ailleurs. Avant la guerre, quelques 50 000 personnes vivaient ici, dont beaucoup appartenaient au peuple Hmong, une tribu ethnique des collines. D'après une ancienne légende locale, ces jars ont été créés par une race de géants qui les utilisait pour brasser de l'alcool de riz lors de la célébration d'une bataille difficile mais victorieuse. Le plus célèbre d'entre eux était peut-être Goliath, le Philistin, l'un des 5 frères géants. Vandal Jones est un archéologue au style bien à lui. Il a passé sa vie à la recherche de Goliath et de l'Arche d'Alliance, dont le livre saint juif du Midrash nous dit qu'elle a permis à l'humanité de s'épanouir. Goliath s'est frayé un chemin à travers les soldats israéliens. Il a couru vers l'arche, il l'a prise sur son épaule et il l'a ramenée au camp philistin. En 1912, les éleveurs ont commencé à venir dans cette grotte isolée près de Lovelock, dans le Nevada, pour en extraire du fumier de chauve-souris, un puissant fertilisant. À l'intérieur, une surprise les attendait. Ils ont commencé à creuser 10 à 15 pieds de fumier qui étaient ici dans cette cave et ils ont commencé à découvrir des artefacts inhabituels. Ils ont trouvé des appâts pour canards et des paniers, d'autres objets pour la chasse et la pêche dans le lac voisin qui est maintenant asséché. Mais ils ont fait également des découvertes très étranges. C'était des géants aux cheveux roux qui avaient été momifiés. Et ces géants mesuraient entre 6 pieds et demi et 7 pieds de haut. La plupart du temps, ils étaient momifiés, enveloppés comme des momies égyptiennes. Ils avaient de longs cheveux roux qui leur descendaient jusqu'aux épaules. Les éleveurs ne pouvaient pas l'expliquer, c'était la chose la plus étrange qu'ils aient jamais vue. Mais les Indiens Paiutes, qui vivaient dans le coin, savaient tout à ce sujet. En effet, en 1883, Sarah Winmucca, une princesse indienne Paiute, a écrit un livre intitulé « La vie chez les Paiutes ». Dans ce livre, elle parle des géants aux cheveux roux qui vivaient autour de ce lac et dans cette grotte. Elle affirmait qu'ils étaient cannibales. Cette tribu mangeait les morts. Ils faisaient la guerre à mon peuple. Mon peuple s'est mis au travail et a ramassé du bois pour remplir l'entrée de la grotte. Enfin, mon peuple y mit le feu et leur cria « Abandonnez ou vous mourrez !» Mais aucune réponse ne vint. Les légendes de géants hantent l'humanité depuis que les conteurs ont commencé à raconter des histoires. On trouve des histoires de géants dans presque toutes les cultures et il y a une sorte de mythe de base qui relie ces histoires entre elles. À savoir, l'idée qu'il y avait une race plus ancienne, dans un temps avant le temps. Le monde était peuplé d'une race de géants et que lorsque la race humaine est arrivée, eh bien elle a dû se battre avec ces géants pour trouver sa propre place dans le monde. Ce que vous observez est un sujet roux, mais pas n'importe quelle roue. Il s'agit d'un crâne allongé, conservé au musée d'histoire de Paracas au Pérou. Comme vous pouvez le constater, la couleur des cheveux n'est pas indienne. Les cheveux indiens sont noirs. Les Amérindiens, les natifs américains donc, ont des cheveux noirs. Mais cet individu n'a pas les cheveux noirs. Les géants dans les mythes et légendes. Les mythes du monde entier parlent d'une race de géants. La citation la plus célèbre est tirée de la Bible. Les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là. Et aussi après, lorsque les fils de Dieu entrèrent chez les filles des hommes et elles leur donnèrent des enfants, ce furent les héros d'autrefois. Les hommes de renom. Genèse chapitre 6 verset 4. Jotuns ou Jotuns dans la mythologie nordique sont les premiers êtres vivants et le premier de ces géants était un géant appelé Ymir et c'est à partir du cadavre d'Ymir que le monde a été créé. Un Jotun est un géant doté d'une force surhumaine qui vit dans le pays de Jotunheim,
l'un des 9 mondes de la mythologie nordique. Jotunheim est principalement constitué de rochers, de montagnes, de terres sauvages et de forêts denses. Les géants se nourrissent principalement de poissons dans l'eau et d'animaux dans les forêts denses, car il n'y a pas de terre fertile. Tout comme Platon avait cité la légende égyptienne de l'île engloutie de l'Atlantide, l'historien grec Hérodote a mentionné la légende égyptienne du continent d'Hyperborée, situé dans l'extrême nord. Lorsque les glaces ont détruit cette ancienne terre, ses habitants auraient migré vers le sud. Dans la mythologie grecque, le peuple hyperboréen vivait au-delà du vent du nord. Les Grecs pensaient que Borée, le dieu du vent du nord, l'un des anémois ou vents, vivait en Thrace, et l'Hyperborée désigne donc une région située loin au nord de la Thrace. Cette terre a été décrite comme parfaite, avec un soleil qui brille 24 heures sur 24, ce qui suggère une localisation dans le cercle arctique. Selon le poète grec classique Pindare, jamais la muse n'est absente de leur chemin, les lyres résonnent et les flûtes crient, et partout les cœurs de jeunes filles tourbillonnent. Ni la maladie ni la vieillesse, amère, ne se mêlent à leur sang sacré. Loin du travail et de la bataille, ils vivent. Ces légendes nordiques font référence au pôle Nord. Les histoires anciennes de toutes les grandes nations et religions du monde mentionnent une époque où plusieurs races d'hommes vivaient dans un paradis tempéré, situé dans ce qui est aujourd'hui le pôle Nord. Toutes les races anciennes ont parlé de l'Hyperborée comme d'un paradis, d'une région, du jardin d'Éden. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait le lien entre l'Hyperborée et l'Irlande. Je veux faire ces vidéos étape par étape, surtout en ce qui concerne la cosmologie. Je ne peux pas mettre toutes les informations dans une seule vidéo, cela deviendrait trop compliqué. Mon but est d'aider tout le monde à relier les points plus facilement. La véritable Hyperborée se trouve au-delà du pôle Nord. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent d'une cosmologie de la boule ronde, mais pour comprendre pleinement les géants, je pense qu'il faut s'aventurer dans la cosmologie de la Terre plate. Je veux aller plus loin dans les vidéos pour expliquer complètement, mais pour l'instant, je vais supposer que vous en avez une compréhension de base. Je suppose également que vous vous rendez compte que la société de la Terre plate, donc The Flat Earth Society, est une escroquerie visant à faire passer les personnes qui s'intéressent à la Terre plate pour des gens absolument ridicules. Au nord se trouve un anneau de glace qui, pendant l'été ou pendant certaines phases, fondra et il y aura une ouverture par laquelle ces êtres pourront entrer dans notre royaume. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait le lien entre l'Hyperborée et l'Irlande. L'Irlande a été latinisée sous le nom d'Hibernia, car c'est là que les géants ont débarqué et se sont installés après avoir été chassés de leur royaume. Vous constaterez également que ces géants sont représentés sous les traits d'Ariens. Les Élus. Il s'agit d'une race de rois mésopotamiens dont on dit qu'ils sont les descendants des dieux. Encore une fois, Élu est un titre de cour royale qui se traduit par « ceux qui brillent ». On pense que le mot « élu » est à l'origine du mot « Elohim », que l'on traduit généralement par les fils de Dieu. Les Elohim sont considérés par certains comme des synonymes de Néphilim de la Genèse. Les Ari, il s'agit d'une race de rois-dieux sumériens. Ari est un titre royal qui signifie ceux qui brillent. De nombreux sceaux sumériens les représentent comme des hommes de stature gigantesque, avec d'étranges têtes allongées ou coniques. Ils sont souvent plus grands que les membres de leur cour, même lorsqu'ils sont représentés assis sur des trônes. Les représentations des Anunnaki correspondent à la description des Ariens comme étant extrêmement grands, à la peau pâle, aux yeux bleus, aux cheveux clairs, à la longue barbe et au crâne allongé. D'autres thèmes et archétypes culturels correspondent à d'autres cultures ariennes, comme leur association avec le culte du soleil et les technologies avancées. Viracocha est un autre dieu blanc et barbu d'Amérique du Sud, également représenté avec un crâne allongé et qui a été crédité de l'établissement de la culture des Incas. Il était considéré comme le dieu du soleil et représenté avec une couronne de rayons autour de la tête. Un autre lien avec les êtres brillants est la religion archétypale des anciens Ariens. Kukulkan avait une forme humaine et une forme de serpent à plumes. Kukulkan se transformait en un homme de taille géante, aux longs cheveux blancs et à la peau blanche. Plus intéressant encore, il était représenté avec un crâne extrêmement large et allongé. Les écrits des Mayas, comme le codex de Dret, et les sculptures de ce que l'on pense être Kukulkan dépeignent un personnage à l'allure très européenne, totalement différente de celle des Mayas. Les légendes indiennes Paiute décrivent une race de géants aux cheveux roux appelés Sitka.
Comme leur homologue aux cheveux roux, les Ronang Wetuwanka de la vallée de l'Oyo, les Sitka étaient les ennemis de nombreuses tribus indiennes de la région et selon les Paiute, ils étaient hostiles et belliqueux. Pendant de nombreuses années, les Sitka et les Paiute ont été en guerre et après une longue lutte, une coalition de tribus a piégé les derniers Sitka dans la grotte de Lovelock. Comme ils refusaient de sortir pour se faire massacrer, les Indiens ont empilé des broussailles devant l'entrée de la grotte et y ont mis le feu, tuant ainsi les Sitka. En 1911, des mineurs de guano ont découvert des objets préhistoriques dans la grotte de Lovelock au Nevada, la même grotte dans laquelle, selon la légende Paiute, les Sitka ont été massacrés. Des momies aux cheveux roux et des restes de squelettes mesurant entre 1,80 m et 2,50 m ont été découverts dans la grotte. Le mot Anakim se traduit par les descendants d'Anak ou Enoch, le fils de Caïn, et était un autre nom pour les veilleurs, The Watchers. Bien qu'il ait été dit que le déluge avait été envoyé pour les détruire, il y avait encore des villes entières d'Anakim en Canaan à l'époque de Moïse. Les espions envoyés par Moïse pour repérer les forteresses Anakim ont rapporté que les Anakim étaient si grands que les Hébreux semblaient des sauterelles en comparaison. Le chroniqueur juif Joseph affirme que, même à son époque, il n'était pas rare que des gens déterrent des restes de squelettes gigantesques. 2 races de géants sont censées descendre de Canaan, qui vivaient dans un royaume souterrain appelé Arka. L'affirmation de la Genèse, selon laquelle en ces jours-là et après, il y eut des géants sur la terre, est en fait une mauvaise traduction des textes hébreux originaux. La traduction réelle indique qu'il y avait des géants sur la terre. La découverte de la ville souterraine de Cappadoce se situe dans une région traditionnellement associée aux cousins amorites du nord des Cananéens. Ibérius, selon certaines sources ésotériques, il aurait été le frère du titan Albion et se serait rendu en Espagne après le déluge. De même, l'Espagne aurait été nommée pendant des siècles Iberia en son honneur. Le peuple basque du nord de l'Espagne est sans aucun doute le descendant de cette migration. Il est souvent fait référence aux Celtes et aux Ibères comme étant de grande taille, et je crois que cette ancienne race de géants est venue du nord, ou du Jardin d'Éden. C'est là que vivent les dieux, et cela aurait un sens avec l'histoire d'Aria que nous avons apprise. Ce doit être la terre des dieux, ou la terre des Olympiens, Aude, comme dit Pindar. Les géants ont débarqué en Irlande avec leur groupe sanguin spécifique et leurs connaissances en astrothéologie, mathématiques, ingénierie et en navigation. C'est de là que viendrait le rhésus négatif des groupes sanguins. Au début du XXe siècle, on a découvert que tous les sangs étaient de l'un des 3 types suivants, A, B, O. Les Basques ont la plus forte concentration de type O négatif au monde, et ils ont d'ailleurs une très forte concentration de groupe O en Europe, l'une des plus fortes, et encore plus encore dans les régions reculées où la langue est la mieux préservée, comme en Soule. La plupart des autres sont de type A, et le B est extrêmement rare chez les Basques. Après avoir découvert que les Irlandais, les Écossais, les Corses et les Crétois présentaient également une incidence anormalement élevée de type O, les spéculations sont allées bon train sur le fait que ces peuples étaient d'une manière ou d'une autre apparentés aux Basques. Mais en 1937, on a découvert le facteur rhésus, plus connu sous le nom de rhésus positif ou négatif. On a constaté que les Basques avaient la plus forte incidence de sang rhésus négatif de tous les peuples du monde, nettement plus élevée que dans le reste de l'Europe et même nettement plus élevée que dans les régions voisines de la France et de l'Espagne. Dans une autre vidéo, j'aborderai la question de l'ADN et je pourrai développer davantage l'idée des hybrides, les géants et l'architecture. Maintenant que nous avons une connaissance de base des géants et de leur origine, nous pouvons formuler d'autres hypothèses. Si ces géants sont liés à l'ADN scandinave ou au groupe sanguin pur RH négatif, nous pouvons supposer qu'il existe un lien. Dans mes autres vidéos, je parle des origines de la Tartarie et de son lien avec les anciens Irlandais ou la race aryenne. Il existe un livre intéressant intitulé « L'histoire des Amérindiens » dans lequel j'ai trouvé quelque chose de très intéressant sur la Tartarie. Le texte est le suivant. On ne pouvait pas non plus se rendre en Amérique par le nord en passant par la Tartarie ou l'ancienne City, qui, de par sa situation, n'a jamais été ni ne pourrait être une puissance maritime. Il est tout à fait impraticable pour quiconque de venir en Amérique par la mer à partir de ce quartier. Je vais laisser le livre dans la description, mais ce qu'il dit, c'est qu'il est impossible pour la Tartarie de venir en Amérique par le Pacifique. Il dit très clairement que la Tartarie est l'ancienne City. Une autre preuve reliant la Tartarie à l'Irlande, de Michael Tsvarion,
Nous pensons que les Israélites, ou Hyksos, étaient des Scythes déplacés d'Irlande pendant le grand âge de la catastrophe. Nous pensons qu'ils étaient les rois bergers des terres étrangères, que les historiens ont eu tant de mal à identifier. Nous pensons qu'ils avaient plusieurs communautés en Égypte et qu'ils étaient à l'origine, avant leur déplacement physique, d'origine irlandaise. Il devient évident que ces bâtiments ont été construits par des hommes de plus grande stature. Il suffit de regarder la plupart de ces bâtiments pour se rendre compte qu'ils ont été construits par des géants, pour des géants. Je ne pense pas que certaines personnes réalisent à quel point ces temples sont énormes. Et qu'est-il arrivé aux géants? J'ai de multiples théories sur ce qui s'est passé exactement. La première, la plus évidente, est qu'elle a été systématiquement supprimée de notre histoire. Je pense qu'il s'agit d'une dissimulation de la part du Smithsonian, où tous les restes ont été complètement enlevés et entreposés. C'est donc l'explication de base. Ensuite, nous abordons les cataclysmes, les cycles de conscience, les hybrides, l'ADN pur et non pur, les reptiliens, les archontes manipulateurs, génétiques, hybrides, l'enlèvement. Maintenant, j'expose tout cela pour que les personnes au courant sachent à quoi je fais référence et que les autres sachent ce que je développerai dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, je souhaite que cette vidéo reste une introduction sur la thématique des géants. Prenez celle-ci comme un simple exercice de la pensée critique. Cette présentation sera sur les Phéniciens et les Hyperboréens. Cette vidéo développera davantage les liens avec l'ancienne Irlande que j'ai déjà établis dans les vidéos précédentes. Elle sera basée et inspirée par le travail de Michael Tsarion, Irish Origin of Civilization. Je tiens à dire tout d'abord que je ne suis pas un érudit. Vous ne devez pas prendre mes paroles pour des faits. Considérez simplement le sujet avec une profonde réflexion et sans jugement. Essayez de vous défaire de vos conceptions de l'orateur ainsi que de vos conceptions de la réalité. La plupart des propos qui seront tenus seront considérés comme hors des normes de l'histoire traditionnelle. Et même certaines personnes qui se considèrent comme des chercheurs alternatifs ont encore du mal à croire une partie du contenu que je vais présenter. Ça demande un certain esprit critique pour pouvoir relier tous les points. Quand il s'agit des origines de l'humanité, de la cosmologie et des antiquités. Nous avons été nourris de mensonges pendant la majeure partie de notre vie. Il n'est donc pas surprenant que nous n'ayons aucune idée de qui nous sommes, ni d'où viennent la plupart de nos cultures. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est une culture qui est constamment manipulée par la recherche alternative dominante. Et la plupart des gens croient, en fait, que la série télévisée Ancient Aliens est une recherche alternative, alors qu'il s'agit manifestement d'une propagande visant à aveugler les personnes qui réfléchissent réellement à ce sujet. Les anciens aliens ne veulent pas que vous sachiez notre véritable histoire. Ils ne veulent certainement pas que vous connaissiez les véritables bâtisseurs des pyramides. Tout ce que je peux dire, c'est que vous devez faire vos propres recherches. La suppression de la conscience. Aujourd'hui, quand nous regardons la majorité de la population, que voyons-nous? Pouvons-nous vraiment dire que nous sommes une culture qui comprend vraiment son passé? Dans le Timée de Platon, l'un des prêtres égyptiens dit à Solon qu'ils ne savent même pas d'où ils viennent. Si les Grecs ne savent pas d'où ils viennent, qu'est-ce que cela dit de nous? Aujourd'hui, les gens sont littéralement incapables de penser. Nous avons des masses qui sont dans la pensée de groupe, et toute personne qui pense en dehors de la boîte est fouettée pour la mettre en forme. Le monde est dirigé par des entreprises, des multinationales. Et si elles peuvent être psychopathes, qu'en est-il des médias ou du système éducatif? Il devient évident que les empires peuvent aussi devenir aveugles avec le droit de conquête. Pourquoi est-il si fou de croire que l'histoire peut être réécrite? Tout le monde est dans un état de transe à cause des divertissements constants sous tous les angles. Aucun d'entre nous n'a appris à maîtriser son esprit. Toutes nos pensées sont incontrôlées. Et nous avons des gens qui souffrent d'ennui, c'est-à-dire d'un détachement complet de leur but et de leur motivation. L'esprit de chacun est surstimulé en sérotonine par les médias sociaux. Puis nous avons le café, le porno et les régimes alimentaires malsains qui contribuent tous à l'incapacité d'avoir une pensée profonde. Et je pense qu'il est évident qu'on ne nous apprend pas à être philosophe ou à remettre en question la nature de la réalité. Extrait de Manly P. Hall, l'enseignement secret de tous les temps. Pythagore considérait les mathématiques comme la plus sacrée et la plus exacte de toutes les sciences. Il exigeait que tous ceux qui venaient l'étudier se familiarisent avec l'arithmétique, la musique, l'astronomie et la géométrie. Il mettait particulièrement l'accent sur la vie philosophique comme condition préalable à la sagesse.
Pythagore fut l'un des premiers maîtres à établir une communauté dont tous les membres s'entraidaient dans l'acquisition commune des sciences supérieures. Je crois que c'est ainsi que les choses se passaient en Tartarie, en Atlantide ou à l'époque prédiluvienne. Les sciences supérieures, la philosophie et la compréhension de la réalité étaient très présentes dans chaque individu de cette société. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. L'Atlantide et le déluge. L'histoire de Sumer et l'idée que la civilisation est apparue au Moyen-Orient il y a seulement 5000 ans n'est pas la véritable histoire de la civilisation. Dans les Védas, nous trouvons des histoires qui racontent comment l'espèce humaine remonte à des millions d'années. Nous entendons parler de vaisseaux volants appelés Vimana et l'histoire de guerres anciennes avec des armes de haute technologie. De nombreuses cultures ont des mythes sur les inondations. Il existe de nombreuses cités submergées dont le mystère n'a pas encore été élucidé. Michael Cremo est également une grande référence pour cette idée. Il a écrit de nombreux livres qui traitent de l'idée que l'histoire de la civilisation et de l'espèce humaine remonte à des temps bien plus anciens que nous ne pourrons jamais imaginer. Dans cette théorie, l'Atlantide était un grand continent dans l'Atlantique qui, après un grand cataclysme, a été détruit. La civilisation de l'époque était très avancée, non seulement en technologie, mais aussi en magie et en connaissance de soi. On dit que les Atlantes adoraient le soleil, ce qui est conforme à ce que dit le prêtre dans le Timée de Platon. Nos sciences sont usées par l'âge, ce qui signifie qu'ils n'ont pas inventé leurs sciences, mais qu'elles ont été transmises. Or, un groupe d'habitants de l'Atlantide a évité le cataclysme et a navigué vers l'est, où il a atterri en Irlande et dans le nord de l'Espagne. L'Irlande et l'Espagne formaient autrefois une seule et même Hibernie. C'est l'explication du lieu et de la manière dont la civilisation est arrivée à l'est, puis dans le reste du monde. L'Atlantide a été détruite et l'humanité s'est dispersée et perdue dans le monde entier. Mais il y avait un groupe avancé, contenant la connaissance du culte du soleil et des sciences, qui a atterri dans l'ancienne Irlande-Espagne. Ils commencèrent alors leur voyage pour rééduquer le monde qui, à l'époque, était très primitif. Extrait d'Atlantide, monde antédéluvien d'Ignatius Donnelly. Dans leur grand pèlerinage missionnaire, ils ont fait le tour du monde afin de donner la religion et la connaissance de Dieu aux différentes races de l'humanité. Ils ont également établi des prêtrises, donné des alphabets aux races qui n'étaient pas éclairées sur ces questions jusqu'alors. L'Irlande est le pays où les arts et les sciences ont été découverts et développés pour la première fois. C'est à ce pays que les Grecs ont appliqué le terme Ogia, un terme qui n'a jamais été donné qu'aux très anciens. Et c'est à partir des Irlandais ariens que les Grecs ont tracé leur descendance. Les druides irlandais, la race aryenne, les racines de l'astrothéologie répandent la civilisation à nouveau. Tout ce que nous savons sur cette race ancienne nous vient des Grecs et des Romains. Il existe un excellent site de Bruce Linnell qui répertorie la quasi-totalité de ce que les anciens Romains et Grecs ont dit sur les Celtes. Les premiers auteurs grecs et romains font souvent référence aux Hyperboréens et aux Cimériens. Certains auteurs modernes considèrent qu'il s'agit là de références possibles aux Celtes. Les Hyperboréens étaient à l'origine une race mythique et sacrée, souvent associée au dieu Apollon. Ils habitaient aux extrémités de la terre. Le mot hyperboréen signifie au-delà du vent du Nord et vivaient longtemps en paix avec eux-mêmes et leurs voisins. Leurs légendes sont ensuite mêlées aux cultures britanniques, celtiques, septentrionales et germaniques par d'anciens auteurs. Le mot cimérien a plusieurs significations. Pour les premiers Grecs de l'Antiquité, il s'agissait d'une race mystérieuse qui vivait dans la brume et les ténèbres aux confins du monde. Mais les auteurs grecs postérieurs décrivent clairement les mouvements d'un groupe de personnes qu'ils appellent les cimériens. Si vous voulez voir toutes les références aux Hyperboréens et aux Cimériens, et quel auteur romain ou grec en a parlé, le lien est dans la description. Tout cela fait référence à la race aryenne. Mais qu'entendons-nous par arien? De Michael Tsarion. Le nom Irlande était à l'origine rendu par Ari ou Aryaland, l'une des principales connotations du terme étant terre occidentale. Une autre était terre des purs ou des nobles. Les druides étaient des Ariens. Ce mot est généralement interprété au sens étroit de race. Cependant, il désigne également une caste spirituelle. C'est aussi le véritable nom de l'Irlande, correctement rendu par Ariland ou terre des Ariens. Son nom pourrait aussi venir d'Eri, Eriu, Erin, signifiant la déesse de la terre des anciens druides. Étymologiquement, Ari et Eri se retrouvent comme racines dans des terres et des noms tels que Er, Terre, Tara, Marie, Héra, Bénarès, Arménie, Araméen, aristocratie, etc.
Des noms tels que Terra, père d'Abraham, et le nom de lieu Haran sont irlandais. Les épithètes ibériques, ibernien, ibéride, Ebericum, ancien nom de York, et Hébron sont l'équivalent à l'hyperboréen latinisé, connotant l'Irlande et la partie arctique. C'est la véritable signification d'Héber, un ancêtre des Israélites, du nom de lieu et du nom de personnes hébères et hébreux. Les prêtres du Nil, les Ibarous, ont pris leur nom de l'illustre Aria du Nord-Ouest. Comme le raconte la grande Anna Wilkes, l'Hyperborée était incontestablement la terre des druides et des bardes, dont la religion était identique à celle des derniers Hébreux. Le mot même qui désigne un druide barde est l'équivalent de Boréades ou Boréas, qui signifie nord. Les Ibarous n'étaient qu'un contingent d'occidentaux vivant au Moyen-Orient. Les Liviens et les Shemshor, les disciples d'Horus, étaient des groupes apparentés. Les preuves de leur présence ont bien été supprimées. Cet aria signifiait donc beaucoup pour les anciens. Nous avons des nations comme la Syrie, l'Iran, l'Arménie qui rendent tout hommage à ces nobles peuples qui, au sommet de leur société, appréciaient des choses telles que la moralité, la philosophie, la plénitude d'esprit, des choses que aujourd'hui nous considérons comme allant de soi. Définition sanscrite de Arya, noble, pas ordinaire, précieux, valable. Il ne s'agit pas de race, ni de contrôle, ni de pouvoir, mais de comprendre qui nous sommes et notre passé. Voici ce que dit maintenant Wikipédia. Voici un peu de ce que l'on sait de l'Irlande pré-chrétienne provient de références dans les écrits romains, de la poésie et des mythes irlandais, ainsi que de l'archéologie. Bien que l'on ait trouvé quelques outils paléolithiques, aucune découverte n'est convaincante quant à l'existence d'un peuple paléolithique en Irlande. Permettez-moi de vous donner un indice sur la raison pour laquelle rien n'est trouvé. De Conor McDarry, c'était l'idée des dirigeants de l'Église et de l'État romain, ils ne faisaient pratiquement qu'un, que tout le pouvoir devait être centralisé dans le chef de l'Église qui était aussi l'empereur de l'État. Toutes les institutions religieuses qui, d'une manière ou d'une autre, entraient en conflit avec cet idéal devaient être supprimées. C'est pour cette raison que les cultes à mystère ont été supprimés et que l'initiation au mystère ancien et ésotérique n'a pas été autorisée. Aucun établissement religieux, culte ou pratique ne pouvant attirer ou retenir les hommes en dehors de l'Église d'État romaine. En outre, comme l'étude et la préparation nécessaires pour ceux qui étaient sélectionnés pour l'initiation au mystère supérieur étaient de nature à développer un état d'esprit hautement philosophique et spirituel, cette étude et cette préparation ne correspondaient pas à l'objectif que les dirigeants de l'Église avaient en vue. De tels esprits n'adhéreraient pas à une simple Église politique et idolâtre dont les doctrines n'étaient pour l'essentiel destinées à la multitude non instruite. De tels esprits ne pouvaient être dominés par un sacerdoce politique ou mercenaire. Il s'agissait d'hommes éclairés qui s'opposaient au projet de l'Église, et c'est pourquoi les institutions qui produisaient de tels hommes devaient être supprimées. Et je crois qu'il y a plusieurs niveaux dans ce que nous appelons le druidisme. Nous avons les anciens druides, puis les druides juifs. Cela devra faire l'objet d'une autre vidéo, mais gardez cela à l'esprit avec certaines des choses que je dirai à l'avenir. Les anciens druides étaient les anciens prêtres qui ont préservé la sagesse de l'Atlantide. C'est là que commence la source de l'astrothéologie. Newgrange est un site étonnant, plus ancien que Stonehenge et la grande pyramide de Gizeh. Et devinez ce que nous voyons. Une structure massive qui s'aligne sur les alignements et le symbolisme astrologique. Newgrange est d'autant plus étonnant qu'il est toujours parfaitement aligné sur le solstice d'hiver. De Jules César, l'un de leurs principaux dogmes est que les âmes ne sont pas anéanties, mais qu'elles passent après la mort d'un corps à un autre, et qu'elles considèrent que cet enseignement encourage les hommes à faire preuve de courage en ignorant la peur de la mort. Ils discutent et transmettent également à leurs jeunes beaucoup de choses concernant les corps célestes et leurs mouvements, la taille du monde et de notre terre, les sciences naturelles ainsi que l'influence et le pouvoir des dieux immortels. César vous dit d'où Rome et la Grèce tenaient leur connaissance des planètes, des dieux et leurs sciences. Tous ces historiens fantaisistes mélangent la vérité et la tromperie. C'est le seul moyen pour trouver un écho dans le subconscient de la masse de l'humanité. Ainsi, grâce à une conception et une compréhension astucieuse de la politique, Rome a donné à la Bible irlandaise une histoire et une géographie qui, par ses efforts pour lui donner l'apparence de la vérité, en tant qu'enregistrement d'événements et de faits réels, ont apporté le malheur et la misère à l'humanité. Pour parfaire ce projet, Rome a prêché et suscité les guerres des croisades.
Ces guerres avaient pour but express de s'emparer des pays d'Orient et donner des noms et des lieux à ce pays appelé Palestine ou Syrie, afin qu'ils correspondent aux noms allégoriques et cryptiques et noms irlandais de la Bible. C'est la raison principale pour laquelle les catholiques irlandais de notre époque n'ont pas été encouragés à lire ou à étudier la Bible. C'est également pour cette raison que la langue irlandaise a été principalement supprimée, pratiquement détruite. Et pour mener à bien ce plan visant à empêcher le monde de connaître ces choses, Rome a commodément inventé une liste de noms fictifs que les prêtres ont pris pour établir des autorités censées avoir vécu aux époques qui leur étaient assignées, et qui seraient cités par la postérité pour vérifier les falsifications qu'ils avaient érigées en faits. Tels sont les noms d'Hérodote, Manéthon, Péroze, Joseph, Irénée, Origène et Eusèbe. Ces historiens apparaissent à la lumière que nous avons aujourd'hui de ces actes comme autant de personnages fictifs à qui attribuer des écrits qui ont été faits par les prêtres romains et britanniques à une époque bien plus tardive. Ils étaient très occupés à concocter l'histoire après l'invasion anglaise de l'Irlande et la conquête de l'Église irlandaise, et dès le début du XIIIe siècle, ils ont commencé à modifier la Bible irlandaise pour se l'approprier. Par Conor McDarry, les druides étaient la dernière force à résister à Rome. Cela explique pourquoi nous ne comprenons pas cette partie de notre passé. Mais les anciens le savaient, c'est ce que disent les mythes de l'Hyperborée, de l'Atlantide, de la Lémurie. Nous savions tous que les dieux étaient descendus et nous avaient transmis leur savoir. Les anciens sont heureux de vous faire croire qu'il s'agit d'Iti. Mais je vais suivre une autre voie, et je vais dire que non. Nous avons été cycliques, dans une boucle infinie, et chaque fois que nous devenons extrêmement conscients, ou que nous devenons des êtres éclairés sur cette terre, un cataclysme se produit. Les Romains ont décidé qu'ils pouvaient empêcher cela de se produire en supprimant toutes les races de notre passé et en créant une fausse histoire, une fausse cosmologie et une fausse religion. Le tout combiné pour nous plonger dans une amnésie historique, sans que nous puissions utiliser notre esprit pour comprendre la réalité dans laquelle nous nous trouvons vraiment. Et tout ceci constitue un véritable gâchis. Qui sont les Celtes ? Les Celtes ont une langue indo-européenne. L'histoire dominante part donc du principe que les Celtes ont migré depuis la mer Noire. Ils ont migré pour dominer la majeure partie de l'Europe moderne de 1400 avant Jésus-Christ à 600 avant Jésus-Christ. On dit qu'ils sont installés dans le nord de l'Espagne et qu'ils y ont préservé leur culture et l'ont appelée Galice. Je trouve ça amusant qu'ils disent qu'ils ne savent pas ce que cela signifie, alors que je pense qu'il s'agit d'un dérivé ultérieur de Gaul ou de Dictionnaire Gallia. Étymologique gaélique, Gaul, un étranger, de Gallus, un Gaulois. Les Gaulois étaient les premiers étrangers à visiter ou à être visités par les Irlandais à l'époque pré-romaine et romaine. Gala, une garce, ou ça peut venir également de l'espagnol galgo, lévrier, mais cependant ce mot est fondé sur Canis gallicus. Sinon on a aussi Galina, qui veut dire poule. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez qu'il s'agit d'un thème récurrent dans l'histoire. Lorsque des intrus prennent le pouvoir, ils arrivent, causent des dégâts, puis renomment la terre, les gens, et après une génération, les gens ne savent même plus d'où ils viennent. On dit aux habitants de la Galice que leurs origines se trouvent dans la mer Noire, alors qu'en réalité, des étrangers sont venus et ont fait de cette terre leur garce. Remarquez également que la Galice possède une architecture fantastique, notamment la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Si seulement ils savaient qu'ils sont issus d'une grande race, tirée des hôtes de Pindare. Résumé, les Hyperboréens sont décrits par Pindare comme un peuple ancien et sacré qui vénère Apollon et vit sans maladie, sans vieillesse et sans conflit. Dans ses odes pythiques, Pindare dit qu'ils vivent dans un lieu qui ne peut être atteint ni par les bateaux ni par la terre, mais dans Olympian Odes, il semble indiquer qu'ils sont associés à la source du Danube. D'après Wikipédia, le Danube était autrefois une frontière de longue date de l'Empire romain. Pindare est-il en train de dire que ces Hyperboréens se sont déplacés vers l'Est et qu'ils sont la véritable source du Danube? Je ne trouve nulle part sur Wikipédia qu'il s'agit d'un fleuve créé par l'homme, mais si ce que dit Pindare est vrai, alors cette grande nation d'autrefois avait ce fleuve qui entourait toute sa frontière. Les Celtes ne sont pas les véritables Irlandais d'origine, mais je vais continuer à les relier aux Phéniciens pour que vous puissiez voir où je veux en venir. Platon décrit les Celtes et les Ibères comme des gens ivres et belliqueux. Les Celtes occupaient les terres de l'Europe de l'Est, de la Grèce, de l'Espagne, de l'Italie du Nord, de l'Europe de l'Ouest, de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande. Le peuple celte a mystifié les anthropologues et les historiens pendant des générations. Il s'agissait d'une culture non alphabétisée dont l'histoire et la littérature étaient préservées par la tradition orale.
Les origines des Celtes sont entourées de mystères. J'ai trouvé cet article dans lequel un chercheur s'interroge sur le fait même en Irlande. Le terme il est indéniable que les écrivains médiévaux irlandais et gallois n'ont absolument pas parlé d'un passé celtique. Ils n'ont pas non plus suggéré que les Irlandais et les Gallois avaient des affinités les uns avec les autres sur la base de cet héritage commun. Ils n'ont pas non plus suggéré que les Irlandais et les Gallois avaient des affinités les uns avec les autres sur la base de cet héritage commun. En d'autres termes, avant 1700, personne n'appelait les Irlandais et les Gallois des Celtes. D'où vient donc l'idée que nous sommes des Celtes? Mes propres recherches ont montré que le mot « celtique » apparaissait rarement dans les journaux irlandais au début du XIXe siècle. Soudain, la régularité de son utilisation a augmenté de façon spectaculaire dans les années 1840. Il a encore doublé dans les années 1850 et dans les années 1880. Des fouilles archéologiques menées en Suisse dans les années 1850 ont révélé des preuves de l'existence d'une ancienne civilisation celtique qui avait dominé l'Europe. En l'espace de 20 ans, les Celtes ont été reconnus comme un fait biologique par les scientifiques, les archéologues leur ont attribué un passé glorieux, les linguistes leur ont conféré une certaine gravité scientifique et les littérateurs leur ont attribué des traits de caractère identifiables. Cela a rendu le celtisme attrayant pour les nationalistes d'Irlande et du pays de Galles. Et au tournant du XXe siècle, la plupart des habitants de ces deux pays se croyaient celtes. Alors je vais terminer sur les Celtes, mais d'abord je voudrais dire qu'il y a définitivement une dissimulation d'une grande nation qui existait autrefois, et je vais laisser entendre que peut-être il s'agit des Hyperboréens. Les Hyperboréens et Tartaria. Les Hyperboréens doivent être cet ancien empire que nous appelons aujourd'hui la Tartarie. Qui d'autre pourrait arriver à une telle connaissance ? Je dirais que ce sont les gens qui ne meurent pas et qui vivent extrêmement longtemps. Ces Hyperboréens doivent avoir un lien avec les Irlandais. Il faut que les anciens historiens grecs aient imaginé ces peuples anciens pour les faire passer pour des légendes. C'est ce que je pense. Les Irlandais, après le déluge, se sont répandus à l'Est et à cette époque, ils avaient une technologie, une spiritualité avancée, à tel point qu'ils avaient une longue vie. Le livre Natural Magic parle des Tartares, qui avaient ces grands instruments avant en cuivre qui produisaient un son agréable pour toute la ville. Je pense que ce son avait un effet magnétique sur le corps, ce qui leur permettait de vivre longtemps. Ces gens ont créé ces grandes cathédrales pour la guérison et l'énergie, et ont fini par avoir un empire mondial. Je pense qu'à cette époque, les anciens Hyperboréens ou Irlandais s'étaient répandus dans le monde entier, se mélangeant à de multiples cultures. Je pense que ces villes massives ont été détruites des générations après que les Hyperboréens se soient répandus en Russie orientale, en Inde et en Afrique. Et à partir de là, je suis certain qu'une variété de cultures différentes a vu le jour et s'est mélangée. C'est ce que je pense que les Celtes étaient. Après le cataclysme, la confusion s'est installée et s'est répandue partout. Des mythes sont apparus sur les origines mythiques de ce grand empire. Et c'est pourquoi ces tribus sont retournées en Hibernie ou dans l'ancienne Irlande. Ces tribus sauvages et barbares, décrites par les Grecs, sont ce que l'histoire traditionnelle veut faire croire aux Irlandais quant à leurs origines. Alors que la vérité est un mélange de mensonges et de vérité. Ces tribus envahissantes ont probablement pris beaucoup de choses de la culture indigène. Et c'est pourquoi ce mensonge fonctionne, parce qu'il y a une similitude. Mais néanmoins, les anciens Ariens ou Hyperboréens n'étaient pas des sauvages. Alors pourquoi nous avons été nourris de ce mensonge ? Les Phéniciens sont une race hyperboréenne. Les Phéniciens ne sont qu'un nom d'emprunt pour ces Hyperboréens qui se sont répandus à l'Est au fil des générations et qui se sont également mélangés à d'autres tribus, d'où une grande confusion. Ceci explique pourquoi les Phéniciens étaient si avancés et d'où ils tenaient leur système d'écriture. Non seulement cela, mais aussi d'où ils tenaient leur connaissance en matière d'architecture. Le gaélique et l'hyperborée. La langue gaélique pourrait avoir ses racines en hyperborée. Et si c'est vrai, que se passerait-il si nous trouvions un lien entre le gaélique et les Phéniciens ? Une culture non alphabétisée ? Je ne pense pas que les anciens Irlandais étaient analphabètes. Les Phéniciens et les Hyperboréens. Jusqu'à la fin des années 1800, la plupart des informations sur la Méditerranée orientale pré-hellénistique provenaient de la Bible hébraïque. La gloire des Phéniciens est dans la Bible. Ils sont revendiqués comme ancêtres par les Libanais snobs et ils étaient d'anciens millionnaires qui expédiaient de la teinture pourpre et du bois de cèdre aux riches du monde entier.
Ils ont également établi des prêtrises et donné des alphabets aux races qui n'avaient pas été éclairées sur ces questions jusqu'alors. L'Irlande est le pays où les arts et les sciences ont été découverts et développés pour la première fois. C'est à ce pays que les Grecs ont appliqué le terme « Ogia », un terme qui n'a jamais été donné qu'aux très anciens. Et c'est des Irlandais ariens que les Grecs ont tiré leur descendance. Dans l'histoire officielle, les Grecs ont obtenu leur langue des Phéniciens, ce qui pour moi est une sorte de distraction de la véritable origine. Ils veulent que vous cherchiez dans la Méditerranée les origines des Grecs, et je peux vous dire pourquoi. Cela a quelque chose à voir avec les Juifs, mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. La première chose à clarifier à propos des Israélites concerne l'origine du nom Israël. Ce nom n'est pas originaire du peuple mentionné dans la Bible, dont le centre était Jérusalem. Aucune des villes des pharaons, Hyksos et de leur peuple ne porte le nom d'Israël. Le terme est né chez les Irlandais et les Phéniciens qui avaient érigé des villes importantes et sophistiquées dans toute l'Europe de l'Est, l'Asie mineure et le Levant. Les Phéniciens étaient à l'origine d'origine irlandaise et certaines de leurs bases les plus importantes se trouvaient en Irlande et en Écosse. Les Phéniciens étaient non seulement d'excellents marins, mais ils utilisaient également les ponts terrestres qui existaient autrefois entre la Scandinavie et l'Angleterre et entre l'Angleterre et l'Irlande. Les Phéniciens étaient en effet des hommes extraordinairement doués. Ils furent l'une des premières races à concevoir et à utiliser un alphabet sophistiqué, à construire de grandes villes et de grands temples, à fabriquer du papier pour écrire et à naviguer sur les mers du monde. Le fait est qu'ils étaient des Arias, c'est-à-dire des adeptes de l'ordre le plus élevé. Ils étaient des architectes, des astrologues, des charpentiers navals, des marins, des guérisseurs et des scientifiques. Nous pensons que les Phéniciens étaient comme les Scythes originaires de l'Ouest. Ils ont conservé les secrets de la construction mégalithique et de nombreux arts anciens. Il est possible qu'ils aient été les premiers bâtisseurs de nombreux temples le long du Nil. C'est ce que laisse entendre l'Ancien Testament et ce que suggère une grande partie de la littérature maçonnique. Comme nos érudits n'ont pas vu la différence entre Israël et les Juifs, ils ont complètement embrouillé la question. Et lorsqu'ils parlent d'hébreu ancien, ils veulent dire phénicien. Le plus ancien manuscrit hébreu date de 489 après Jésus-Christ. Il s'agit d'un rouleau, il a été trouvé dans la synagogue karaïte de Crimée. La version Targum de l'Ancien Testament ne date pas d'avant la captivité babylonienne des Juifs. Elle a été écrite en araméen chaldéen. Et même de cette version, il n'existe pas de Bible. Ainsi, lorsque nos érudits parlent de l'ancien hébreu des Israélites, ils veulent évidemment dire phénicien, car ils n'ont jamais vu cette langue écrite sur un rouleau, mais seulement sur l'inscription de Siloé, la pierre moabite et les gravures phéniciennes de l'Est, de la Méditerranée, de la Russie méridionale et de l'Europe, en particulier de la Grande-Bretagne. On sait que les premiers Phéniciens se désignaient eux-mêmes et désignaient leur roi par le terme Goth ou Goth, signifiant chèvre. C'est de là que proviennent les mots Dieu et bon, ainsi que des noms de lieux tels que Gotland, Göteborg, etc. Les Romains appelaient les Goths les Goths. Ces Goths caucasiens considéraient les animaux à cornes tels que les cerfs et les chèvres comme des symboles sacrés de leur peuple et de leur dieu. Cela va dans le sens de ce que je disais à propos du bélier dans Tartaria partie 1 et le lien avec l'Égypte. Ce sont eux, les Phéniciens, et non les Israélites, qui ont créé l'alphabet, qui ont construit les grands temples et qui ont été les meilleurs marins, astronomes et adeptes du monde. Ce qu'ils hésitent encore à accepter, c'est l'origine irlandaise des Phéniciens. Ce fait a été occulté en raison de la dispersion géographique des Phéniciens. Comme nous l'avons dit, cette dispersion était une nécessité après l'âge de la catastrophe. En résumé, je ne pense pas que les anciens Irlandais ou les peuples hyperboréens puissent être considérés comme des Celtes. Le terme celte a été utilisé pour beaucoup de choses, pour impliquer que les anciens Irlandais venaient de la mer Noire et qu'ils avaient la peau olivâtre il y a des milliers d'années. Je n'y crois pas. Les hyperboréens sont les véritables bâtisseurs de ces étonnants édifices. Et c'est là qu'il faut chercher les origines de la conspiration de la Tartarie. Le peuple que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Phéniciens est constitué de ces hyperboréens plusieurs générations après la propagation vers l'Est. Permettez-moi également de préciser ce que je ne dis pas. Les Tartares ne sont pas des Irlandais. Je dis qu'ils ont leurs origines dans les Irlandais ou les anciens hyperboréens. La Grande Tartarie doit être un produit de ces peuples. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, j'ai parlé des Phéniciens, des églises, des vibrations sonores et de la haute technologie. Et je pense honnêtement que ces hyperboréens sont liés. Ils ne mouraient pas, vivaient en paix, avaient une grande sagesse.
Je pense que ce sont les attributs qui mènent à une civilisation avancée, puis ils ont été volés. Je pense que ces choses sont importantes parce que si nous ouvrons notre esprit et essayons d'imaginer que c'est une possibilité, qu'est-ce que cela dit? Nous pouvons peut-être réapprendre à faire ça? Pouvons-nous apprendre à guérir notre corps, à maîtriser notre esprit, à maîtriser la réalité? Et si nous pouvions vivre des centaines d'années? Ne dites pas que c'est fou, parce que quand vous pensez cela, ce que cela signifie vraiment, c'est qu'au fond de vous, vous avez une base de ce qu'est la réalité, ce qui signifie que vous croyez vraiment qu'elle est d'une certaine façon. Et la raison pour laquelle vous pensez que c'est si fou, c'est parce que cela signifierait que la réalité n'est pas ce que vous pensiez qu'elle était. Et je suis prête à soutenir que personne n'a vraiment la moindre idée de ce qu'est la réalité. Nous devrions vraiment lâcher prise et nous contenter de faire des recherches, de faire confiance à notre intuition et de travailler avec d'autres pour parvenir à une conclusion, car sinon, nous ne faisons que perpétuer l'âge des ténèbres. À vous tous, mes amis, qui savent ce qui se passe vraiment. À vous tous, mes amis théoriciens de la conspiration. Oui, parfois c'est une malédiction, et pas toujours une bénédiction d'être éveillé. L'éveil est le voyage le plus libérateur, le plus aliénant, le plus atroce, le plus responsabilisant, le plus solitaire, le plus déroutant, le plus libérateur, le plus effrayant, le plus expansif. Si vous vous trouvez en difficulté alors que vous essayez de traiter cette folie, toute cette folie, sachez que vous n'êtes pas seul. Personne ne parle de l'obscurité qui accompagne l'éveil, ni du chagrin. Non seulement le deuil de la vie et des illusions que vous avez eues, mais aussi la réalisation que quasiment tout ce que vous pensiez connaître est un mensonge. Les croyances que vous avez entretenues, les gens en qui vous avez eu confiance, les principes qu'on vous a enseignés, tout ceci n'est que tromperie. Briser les illusions est rarement une expérience agréable. Il y a une quantité considérable d'inconfort qui accompagne la croissance, et le processus de deuil ne s'arrête pas là. Avec ces nouvelles prises de conscience, vous vous retrouvez à nouveau en deuil. Vous faites le deuil de la perte de nombreuses relations avec des personnes qui ne comprennent pas. Vous vous sentez seul, ridiculisé et humilié, non seulement par la masse, mais aussi pour beaucoup d'entre vous, par votre propre famille et vos amis. Vous avez l'impression de ne plus avoir grand-chose en commun avec les gens qui vous entourent. Vous devez lutter contre l'absurdité, les conversations superficielles et sans substance avec ceux qui sont encore endormis. Vous vous sentez même déconnecté de tout votre système de soutien, car ceux qui le composent ne peuvent pas voir ce que vous voyez. Certains pleurent même la perte de leur ignorance, parce que l'ignorance est une bénédiction, n'est-ce pas? Et que la réalité est très dure. L'éveil peut être un chemin solitaire et vous vous retrouverez souvent à voyager seul. Il n'y a aucun moyen de l'édulcorer. L'éveil aux réalités de ce monde est brutal. Il vous fera passer par toute la gamme des émotions humaines. Vous devez maîtriser l'art de plonger dans le plus sombre des trous de lapin pour en ressortir et continuer à fonctionner dans la vie quotidienne. Et c'est une compétence dont on ne parle pas assez. Certains d'entre vous luttent car ils se sentent déconnectés de leur famille et de leurs amis, comme s'ils existaient dans un autre monde. Sachez que vous n'êtes pas seul, et que non seulement vous n'êtes pas seul, mais que vous avez toute une tribu à vos côtés. Nous sommes peut-être séparés par de nombreux kilomètres, mais nous sommes profondément liés dans nos objectifs et dans notre esprit. Merci de votre attention, portez-vous bien, et à très bientôt sur ITV.